France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, le comédien Raphaël Personnaz est à l'affiche de Nos Frangins de Rachid Bouchareb en salle le 7 décembre. Le film revient sur la nuit du 5 décembre 1986 où Abdel Ben Yahya et Malik Oussekine ont été tués, l'occasion d'un retour sur le parcours du comédien qui danse d'un rôle à l'autre jusqu'à midi et demi. Il est aujourd'hui l'invité Raphaël Personnaz de l'entretien de Bienvenue au club. Quel écrivain est Salman Rushdie? Au programme de notre club de lecture aujourd'hui, auteur des Versets sataniques, son livre le plus célèbre malgré lui, l'essayiste et romancier d'origine indienne est aussi un grand lecteur passionné de mots. Avec vous et avec nos invités, son traducteur Gérard Medal et l'écrivain voyageur Olivier Weber, nous revenons sur l'ensemble de son œuvre. L'entretien de Bienvenue au Club, une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Joseph Julien avec Laura Dutèche-Pérez. Nos frangins, c'était eux, Malik Oussekine et Abdel Ben Yahya, deux victimes innocentes des violences policières la nuit du 5 décembre 1986. Dans la rue, les étudiants contestent massivement la loi de Vaquet. À l'époque, on est le soir. Malik sort d'un club de jazz et il est pris en chasse par 3 voltigeurs, cette brigade de policiers à moto armés de matraques en bois. Et ils vont le battre à mort. Abdel Ben Yahya, lui, sera tué par balle cette même nuit par un policier ivre. C'était Nos frangins, bande-annonce. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Nos frangins, bande-annonce du film qui représentera l'Algérie aux Oscars prochainement. Bonjour Raphaël Personnaz. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Vous n'avez a priori pas le beau rôle dans cette histoire puisque vous êtes du côté de l'ordre, du côté de la police, en incarnant Daniel Mattei, un flic qui va quand même se révéler beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambivalent qu'on ne l'évoque ou que je l'évoque à l'instant. Il est tiraillé, on peut dire, votre personnage. Par qui ou entre quoi et quoi? Entre son groupe et ses valeurs? Oui, c'était tout l'intérêt, à mon avis, du scénario déjà de Rachid, c'est d'avoir un personnage qui se bat intérieurement sans que ça soit expliqué par des dialogues, mais qui se bat en permanence entre sa loyauté d'homme, son honnêteté d'homme, je veux dire, son éthique, et puis sa hiérarchie. C'est quelqu'un qui est, à mon avis, c'est ce qu'on a. C'est un personnage fictif, donc qui représente la police des polices à l'époque, qui va faire le lien entre l'affaire de Malik Oussekine qu'on connaît bien et celle d'Abdel Ben Yahya, qui est une affaire qu'on connaît pas pour la plupart d'entre nous. Donc ce personnage fictif, il fallait ne pas en faire une caricature, arriver à comprendre aussi les rouages du maintien de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie d'une chaîne de commandement comme ça et de savoir quels sont... lui, en tant qu'homme, et quand il n'est pas qu'une fonction, d'essayer de comprendre quel est son sentiment quand il va, par exemple, mentir au père d'Abdel Ben Yahya en lui disant que son fils est juste blessé, alors qu'il sait très bien qu'il est mort. Donc comment un être humain qui va faire ça va le ressentir intérieurement. Donc ça, c'était pas, à la limite, c'était pas quelque chose qui était trop inscrit sur le scénario, c'est quelque chose qu'on a fait au fur et à mesure avec Rachid Bouchareb sur le plateau. Il n'est pas en titane, mais il est en cuir, dans une posture très raide, notamment au début. Et on le voit s'assouplir, peut-être gagné par ses émotions ou par ses sentiments au fil du film. Et je pense qu'il y avait dans la volonté de Rachid Bouchareb de jouer avec les codes du flic de l'époque. C'est-à-dire que c'est un flic, comme vous l'avez dit, qui est avec un lourd manteau de cuir,
qui est sur sa moto, qui erre dans la nuit sur sa moto un peu solitaire. Donc ça peut faire penser à des flics qu'on a vus dans les films des années 70-80. D'ailleurs, son nom même, Daniel Mattei, fait référence au flic que jouait Bourvil dans Le Cercle Rouge. Donc je pense qu'il y avait l'envie de raconter la police avec ce personnage qu'on a vu au cinéma de manière un peu héroïque et qui, là, pour le coup, est beaucoup plus ordinaire et un peu lâche, terriblement humain, en fait. On est loin du héros qu'on pouvait peindre dans les films de Melville, par exemple. Au fil du tournage, il vous devient sympathique, ce personnage ? Non, pas sympathique parce que, j'allais dire, c'est un lâche ordinaire, mais il est compliqué de le juger d'un bloc et d'en faire tout de suite le coupable idéal. Je trouve que c'était tout l'intérêt du film de Rachid, encore une fois. C'est-à-dire que même le personnage, par exemple, que joue Lina Koudry, qui est Sarah Oussekine, à cette époque-là, et ça c'est avéré, était avec un jeune policier. Donc c'est pas... J'allais dire, c'est pas un réquisitoire un peu simpliste sur la police. Il y a vraiment, j'ai l'impression, la volonté de Rachid Bouchareb d'aller comprendre chacun de ces personnages sans être manichéen. Donc, à jouer, évidemment, c'est passionnant parce que vous n'arrivez pas d'un bloc et vous doutez en permanence de ce que peut ressentir ce type-là en permanence. Donc, c'est une recherche aussi qui se fait avec le réalisateur, qui n'enferme pas et les choses, et l'histoire, et ses personnages dans un carcan dès le début. On parle de cette nuit du 5 décembre 1986, Raphaël Personnaz, et on est quasiment à cette date-là, donc 36 ans après, au moment où le film sort. C'est un film entre fiction et images d'archives. On l'entendait dans la bande-annonce, on entendait notamment la voix de Charles Pasqua, et le film raconte vraiment une époque qui reste assez peu enseignée dans les livres d'école. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce tournage ? Moi, j'ai beaucoup appris. Déjà, la lecture du scénario. Je pense que le nom de Malik Oussekine évoquait quelque chose, mais je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était finalement la première victime dont on a eu le nom et le prénom. C'est pour ça que ça a tant marqué. C'est-à-dire, c'était la vie, ce garçon. C'était la jeunesse pleine d'espoir. Il assistait juste à un concert de jazz quand il s'est fait rattraper et tuer. C'est vraiment la jeunesse fauchée comme ça... sur un trottoir de la rue Monsieur le Prince, où on voit encore une plaque au sol aujourd'hui. Ça, c'est assez bouleversant. Non, c'était se replonger aussi, j'ai l'impression, dans une époque où la manifestation est quelque chose d'important. D'aller dans la rue, de se retrouver autour d'idées, de ne pas être d'accord, de se soulever ensemble. Le film raconte très bien ça avec, vous l'avez dit, des images d'archives, avec des manifestations reproduites aussi. Il y a aussi toute une bande-son qui est assez présente dans le film. Il y a les Rita Mitsuko, il y a Renaud. Et Renaud, c'est vrai que cette chanson est assez mal connue. Elle s'appelle Petite. Et elle parle de Malik Oussekine et d'Abdel Ben Yahya. Il dit, pour Abdel et Malik, pour nos frangins qui crèvent, il en parle, et c'est en 1988. Ça doit être un des premiers à en parler. Donc tout ça est assez présent tout au long du film. Et puis il y a ces images d'archives, en effet, où on a des seconds rôles assez incroyables, puisqu'on a, dans le film, on a Pasqua, Chirac, on a Claude Sérillon, Noël Mamère, mais voilà, on replonge dans toute une époque sans que ça soit pour autant un docu-fiction. Il y a vraiment la patte de Rachid Bouchareb comme réalisateur, avec sa poésie aussi. Je pense au personnage qui apparaît dans la morgue, qui est le gardien de la morgue, qui est un personnage qui pourrait faire penser à un acteur qu'adorait Rachid Bouchareb, qui est Sotigui Kouyaté, qui est une espèce de présence comme ça, poétique dans ce film-là. Donc il y a cette touche-là aussi qui illumine le film. Oui, puis c'est assez joli parce qu'il le dit aussi, Rachid Bouchareb, il y a un casting, ou en tout cas certains rôles qui n'étaient pas trouvables au casting, et notamment ceux de ces voix qui ont incarné et qui étaient aussi dans la bande-son de ces années 80. Vous évoquiez les politiques, Chirac, Pasqua, ces mots, ces discours qui ont été tenus, et aussi toute cette ambiance de révolte dans la rue. C'est la décennie Touche pas à mon pote, c'est aussi la décennie des manifestations contre la loi de Vaquet. Et c'était une décennie où la jeunesse faisait peur, encore, comme après 68, même 20 ans après. Oui, il doit y avoir ce souvenir-là très présent chez les politiques de l'époque, j'imagine. Moi, j'avais 5 ans, mais c'est vrai que de
de revoir ces images de ces politiques à cette époque-là. Et puis, c'est assez frappant. Et puis, c'est aussi la période de la cohabitation. On voit aussi des journalistes à l'antenne qui prennent position. Il y a quand même une forme de liberté journalistique à cette époque-là. Noël Mamère qui accuse très frontalement la police assez rapidement. Donc il y a tout ça qui revient. Et puis j'ai l'impression que la mort de Malik Oussekine a été pratiquement filmée en direct. On le voit au sol avec les premiers secours qui lui sont prodigués. Je pense que c'est ça aussi qui a suscité une telle vague d'émotions. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue à cette époque-là. Et c'était les premières images témoins. C'est intéressant, presque plus de 35 ans après, quand on a vu les mobilisations, les manifestations des Gilets jaunes, de voir l'importance que l'image a pris. L'image comme preuve aussi, preuve et contre-preuve, parce qu'il y a eu réellement des batailles d'images. Et on n'a pas évoqué directement ce corps, cette police des voltigeurs qui a été ensuite dissoute après ces manifestations et les violences policières qui ont pu avoir lieu à ce moment-là. Ces espèces de cow-boys montés sur des motos qui s'élançaient derrière les manifestants et qui ont été plus ou moins réhabilités justement 30 ans, 35 ans après au moment des manifestations des Gilets jaunes. Quelle était cette image-là que vous gardez de ces cow-boys sur leur monture? En effet, je pense pas que ça soit la raison qui ait donné l'envie à Rachid Bouchareb de raconter cette histoire. Je crois que dès la mort de Malik Oussekine, il était assez évident pour lui d'en faire un film. Mais je crois que le fait que Didier Lallemand, si je dis pas de bêtises, réhabilite ce corps-là au moment des Gilets jaunes a été assez frappant. Moi, je les ai vus dans Paris, comme ça, à moto. C'est une image assez frappante qui est là pour, d'ailleurs, sans doute effrayer, de voir c'est presque des cavaliers noirs comme ça qui arrivent. Ils sont là pour faire... moi, j'ai le sentiment, pour faire peur. Et je trouve que cette image nous interroge. Je pense qu'on peut se poser la question de se dire, est-ce que cette image-là de motards comme ça qui potentiellement peuvent laver les rues, est-ce qu'on ne peut pas interroger ça en face? Est-ce qu'on ne peut pas regarder notre police en face? Moi, il se trouve que je me sens très à l'aise avec ce sujet parce que j'avais joué un policier dans l'affaire Esquin, qui était un policier remarquable que j'ai rencontré, un type vraiment bien. C'était quoi l'affaire Esquin? L'affaire Esquin, c'était sur la traque de Guy Georges. Donc moi, j'ai découvert à ce moment-là des policiers vraiment... j'étais très admiratif. Là, c'est une face plus sombre de la police. Et je pense que notre démocratie en sort grandie à partir du moment où on peut regarder dans les yeux ces policiers, à partir du moment où on n'a pas de peur face à eux. Et là, ce qui a été assez frappant on a fait une tournée avec Rachid Bouchareb un peu partout en France. Et on fait des débats à l'issue des projections. J'allais vous le demander, oui, voilà. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce qu'on nous dit, par exemple, on a été assez frappé à Arras par une femme qui avait 75 ans, qui était une militante, qui nous a dit qu'elle faisait partie d'un syndicat, etc., qu'elle a toujours manifesté ses idées, mais sans violence. C'est que... En fait, récemment, elle n'a plus envie d'y aller parce qu'elle a peur. Elle a peur de se prendre un mauvais coup. Elle a peur d'y amener ses enfants. Et cette peur-là, on l'a entendue plusieurs fois. Et moi, je pense que j'en avais pas conscience, peut-être. Et qu'en faisant cette tournée-là, on a ressenti... C'est des témoignages qui sont revenus plusieurs fois. Alors, on peut mettre la poussière sous le tapis et se dire que ça n'existe pas, que c'est forcément quelque chose qui est un peu, de parti pris. Mais je pense qu'il faut l'entendre, cette parole-là. Elle est importante. Elle raconte quelque chose de notre temps. Et je pense que ce film, même s'il a 36 ans, nous raconte un pan de notre histoire, vous l'avez dit, qui n'est pas forcément dans les livres, et qui interroge aujourd'hui notre époque. C'est donc son intérêt, à mon avis. Le cinéma est une locomotive, dit Rachid Bouchareb. Kaouter Hadimi, qui a travaillé au scénario du film avec le réalisateur, dit pas vraiment autre chose, et notamment autour de ce personnage d'Abdel, ainsi que de celui de Malik. C'est un devoir de mémoire auquel elle se dit très sensible. Le cinéma, et pour vous, pas seulement, mais peut avoir ce rôle, cette fonction d'être un art mémoriel. Oui, sans doute. Je me méfie un petit peu, en revanche, des appellations un peu devoir de mémoire, etc. J'y vois comme comme si le cinéma n'était finalement qu'un outil pédagogique. C'est avant tout du cinéma.
Je pense que c'est très important et que ce vecteur-là peut amener la liberté aux gens de réfléchir sur un sujet. D'ailleurs, Rachid Bouchareb, il est assez étonnant là-dessus. Il dit, moi, je n'ai pas de leçon à donner. Maintenant, ça vous appartient, chacun peut se l'approprier. Alors, je pense que chaque choix de film est un acte politique, et je mets ça avec vraiment des minuscules, parce que ça serait se donner trop d'importance. Mais il est important, à mon avis, oui, par une histoire qu'on va raconter, d'y voir un écho avec la société. De toute façon, le théâtre grec antique était ça au départ, c'est-à-dire un citoyen parmi les autres qui vient interroger finalement sur la place de chacun dans une société. Donc il faut revenir toujours à ça, sans que ça soit péremptoire ou une leçon comme ça assénée. Je pense que le cinéma est quelque chose de beaucoup plus libre, donne lieu à débat mais n'assène pas une leçon. Oui, il y a cette part de subjectivité aussi des acteurs, du réalisateur, et puis à travers les archives, en tout cas dans ce film, c'est vrai qu'il y a aussi ce geste d'objectivité avec certaines paroles, certaines situations qui se prêtaient peut-être mal à la reconstitution, comme on l'évoquait à l'instant. Un mot de la danse, et vous, Raphaël Personnaz, vous étiez Pierre Lacotte dans le film Nouriev de Ralph Fiennes à l'époque, qui racontait la vie de ce danseur russe exilé en France, et vous revenez dans la série Opéra. La saison 2 est à voir en ce moment sur OCS, et le coffret DVD est sorti chez Cinéphile. Vous jouez le rôle du nouveau directeur de la danse, Sébastien Chenot, ça c'est dans la saison 1, un jeune ambitieux, un peu à l'image, on l'a dit, mais très clairement de Benjamin Millepied, qui a un moment occupé cette fonction à l'Opéra de Paris avant de repartir aux États-Unis retrouver sa troupe du LA Dance Project. Ce rapport entre la nouveauté, l'envie de changement qu'il a incarné pendant ces années à l'Opéra de Paris et que vous incarnez dans cette série, et le poids d'une institution comme l'Opéra de Paris est assez bien raconté. On voit qu'il y a des règles, on voit qu'il y a des codes. Est-ce que c'est comme au cinéma ? Oui, sans doute, parce que c'est l'alliance de plein de métiers qui n'ont parfois rien à voir ensemble, qui doivent se retrouver un moment pour un temps idéal. C'est le temps de la représentation, et celui-ci ne doit être altéré en rien par aucune contrainte. Donc, et c'est toujours assez... Et c'est pour ça, à mon avis, que la série Opéra avait aussi finalement une fonction de miroir de notre société, c'est-à-dire se dire on condense dans un lieu, alors qui est magique, magnifique, extrêmement connu, mais on condense une partie de notre société à travers plusieurs métiers, mais qui doivent s'entendre. Ils n'ont pas le choix. Chaque soir, il faut qu'il y ait cette représentation qui doit être belle, et malgré tous les problèmes. Donc c'était assez intéressant de plonger dans cet univers, d'avoir ce personnage-là. Alors, qui est inspiré par plein de personnes aussi. J'ai un peu résumé facilement. Non, mais bien sûr, mais il va faire penser à des personnes qui sont plus dans notre actualité. Mais il ne faut pas oublier Nouriev. Vous parliez de Nouriev, c'est vrai qui a été directeur de la danse aussi à l'Opéra de Paris. Voilà, exactement. Il avait eu aussi cette envie de changement. Donc voilà, c'était assez génial de pénétrer dans cet univers que je ne connaissais pas du tout avant de faire ces deux films. Et donc vous pouvez nous dire quoi aujourd'hui ? On ne connaîtrait pas d'où. Peut-être pas. Allez, révélez les coulisses. Peut-être pas plus qu'avant. Non, maintenant je commence à connaître quelques noms de danseurs, certaines différences entre les danseurs russes, entre les danseurs français. Voilà, mais enfin, je reste assez mauvais quand même, soyons honnêtes. C'est-à-dire en danse ? En danse, oui. Vous dansez mal aussi ? Je danse très mal. Ouais. Ah oui. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont pas fait danser dans ces films. Je reste toujours à diriger les autres, ce qui me va très bien. Oui, la méthode de l'acteur studio, c'est pas votre truc. Si, c'est mon truc. Choisi pendant 2 ans, 3 ans de vous former, de répéter pour... Si j'avais eu le temps, je l'aurais fait avec plaisir. Mais là, je ne devais pas danser. Je ne vais pas faire un travail que j'ai pas à faire. Déjà, j'ai appris à m'assouplir un petit peu. C'était déjà pas mal. Mais vous dites que vous avez appris pendant ce tournage, ou ces tournages aussi, parce qu'on évoquait le film de Ralph Fiennes auparavant, à découvrir notamment la musique classique, l'opéra, le côté lyrique de l'Opéra de Paris. Et maintenant, vous êtes les 2 pieds dedans. Prochain tournage, prochain film. Prochain tournage, je vais faire un film de Anne Fontaine qui va s'intéresser à Maurice Ravel. Donc je suis en train de répéter le boléro. D'apprendre le piano, de préparer tout ça. Ouais. Un grand compositeur ? Un immense compositeur que je connaissais très très mal, dont je connaissais finalement que le boléro, j'ai l'impression, et dont je suis en train de découvrir la complexité, l'intérêt. De l'homme, parce qu'on revient beaucoup avec des films en ce moment sur la vie
des musiciens ou des compositeurs. On pense à Tchaïkovski, on pense au film de Kirill Serebrennikov qui a été présenté aussi à Cannes cette année, là où Nos frangins l'étaient à son tour. Il y a beaucoup de films qui s'intéressent aussi à la personnalité aujourd'hui des compositeurs. Oui, vous avez raison, et j'ai l'impression aussi à ce qu'est le travail de création. Moi, c'est assez rare finalement dans les biopics musicaux d'arriver à comprendre vraiment quel est le tourment intérieur que peut traverser un compositeur, tourment ou pas d'ailleurs, ça peut être un grand plaisir, un grand bonheur, mais d'arriver à pénétrer là-dedans. Moi, il y a un film comme ça qui retient mon attention, qui n'était pas sur un compositeur classique, mais qui était sur Brian Wilson, le compositeur des Beach Boys, enfin le leader. Et il y avait eu un film extrêmement remarquable qui s'appelait Love and Mercy, où on voyait vraiment ce qu'est de composer une musique et sa complexité. Et j'ai l'impression, on va voir avec le film d'Anne Fontaine, mais il y a ça en tout cas très, très présent dans le film. Alors attention, rien à voir avec Ravel, mais l'actu musicale du jour. On a tout mangé maintenant, aïe. On a même amouli, aïe, nous. On a bien trop bu, bientôt païna. Aïe, braton, ramène le païna. Avant qu'on ne puisse plus rien avaler, à la basse frais dans la vallée. T'es fait pas de Hawaii, ça tarararu, on le sait, oui, regarde. Il faut savoir que notre réalisateur Thomas Beau est breton et que du coup, il nous informe sur toute l'actualité des transmusicales de Rennes où vous êtes invités à vous rendre urgemment et notamment pour voir ce quintet franco-polynésien 15-15 avec ce titre Vega. C'est l'actualité musicale du jour. Avec nous aujourd'hui, le comédien Raphaël Personnaz à l'occasion de la sortie en salle de Nos frangins. Nos frangins, le nouveau film de Bouchareb, de Rachid Bouchareb. Oui, il faut arrêter de ne pas donner les prénoms. Le tourbillon de la vie, c'est aussi un film dans lequel vous serez à l'affiche d'Olivier Trainer, un film sur les hasards de la vie, Raphaël Personnaz avec Lou Delage, en salle un peu plus tard, le 21 décembre. Vous avez revu, vous, votre vie sous cette lumière-là, la lumière des grands hasards qui ont peut-être frappé à votre porte, de cette chance qui s'est présentée à vous au jeu des et si. Ouais. À quel moment la chance a frappé ? J'en ai plusieurs fois, mais en ce qui concerne, disons,
mon petit travail. Bertrand Tavernier a été une chance incroyable parce qu'il m'a offert un rôle incroyable dans un film que j'ai adoré faire. Et puis c'était La Princesse de Montpensier. C'était La Princesse de Montpensier. Le premier. Et après, j'ai fait Quai d'Orsay avec lui. Et puis, ça a été l'occasion de rencontrer un homme qui m'a... Je pense que j'avais un grand amour du cinéma, mais il m'a exercer à connaître encore plus, à aller découvrir plein de choses improbables d'ailleurs. Donc ça a été une rencontre primordiale. Alors ça a été une rencontre importante, mais quand même, comment un rôle peut, à un moment, changer la vie d'un comédien ? C'est improbable, je ne sais pas. Et pourquoi ce rôle ? Mais non, mais qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ? Mais je ne sais pas. En tout cas, ça tombait, c'est ça qui est fou avec le hasard, ça tombait à un moment où je voulais tout arrêter. Donc je pense que j'étais totalement libéré aussi d'une espèce de pression que je me mettais. J'avais juste envie de m'amuser. Je me disais, c'est peut-être le dernier tournage de ma vie, donc autant se lâcher, autant faire ce qui me plaît, etc. Et il se trouve que ça a bien plu à Bertrand Tavernier à l'époque. Donc voilà, ça a été un moment, et vous ne savez pas pourquoi. Après, vous essayez de reproduire ce moment, ça n'arrive pas forcément, mais voilà. Et faire ce qui vous plaît, c'est être vous-même ou c'est au contraire être quelqu'un d'autre ? Ah non, c'est être quelqu'un d'autre. Oui, moi, cette envie de faire ce métier est venue d'une envie d'enfant de me costumer, quoi, c'est tout. Donc c'est se cacher, et paradoxalement, évidemment, moi, je me sens jamais autant vrai, on va dire, que sur une scène. C'est un endroit de sincérité absolue. Sur une scène de théâtre. Ouais, sans doute plus. J'ai peut-être plus de facilité sur une scène de théâtre à avoir ça. La dernière fois, c'était quand ? C'était pour Vous n'aurez pas ma haine, donc on l'a joué juste avant le début du premier confinement. Donc, mais je l'ai joué 2 ans et demi. Et ça a été une expérience évidemment particulière par le sujet, puisqu'il s'agissait de l'adaptation du livre d'Antoine Léris qui raconte la perte de sa femme au Bataclan et qui raconte comment il vit avec son fils jour après jour, juste après les événements. Et on parlait du théâtre grec tout à l'heure, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il fallait que ça soit le plus sincère possible, ne rien trafiquer, parce que c'est des événements que tout le monde a vécu de près ou de loin. Donc en fait, on partageait une forme d'expérience avec le public. C'est des grands mots comme ça, mais c'est vrai, il y avait ce sentiment de... En fait, quand j'arrivais sur scène, le public était déjà chargé de sa propre histoire en lien avec ces attentats. Donc c'était une expérience très particulière. Oui, et d'une actualité très forte. Et en même temps, le théâtre, c'est aussi la capacité ou la possibilité de se replonger dans des textes anciens et de les faire résonner à la manière d'aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera quand ? Il y en a déjà une actée ? Pas actée, mais on y est presque la saison prochaine, normalement. Mais Quoi je ne peux pas le dire, parce que c'est en cours et je suis un peu comme ça. Je me dis, il faut pas. J'aime bien la chance. C'est l'histoire de la chance. La fameuse chance. Mais Sébastien Thème qui vient d'arriver, bonjour. J'insiste pas. Bonjour Olivier, j'insiste pas. Non. Va tout nous dire en tout cas sur le programme de 12h50. Retour sur l'œuvre de l'écrivain Salman Rushdie, l'auteur des Versets sataniques, qui a écrit tout un tas d'autres textes, des essais par exemple, publiés ces jours-ci chez Actes Sud. On en parlera. Et puis dites-nous si vous êtes des lecteurs ou des lectrices de Salman Rushdie, #Book Club Culture. Merci beaucoup Raphaël Personnaz d'avoir été avec nous. Nos frangins en salle le 7. Merci beaucoup.